Les rates sont des valeurs que j'apprécie particulièrement dans mon portefeuille d'actions à dividendes et aujourd'hui, je vais vous partager une étude sur ce type d'action un peu différent des actions classiques qu'on a l'habitude de voir dans des portefeuilles. On va aussi voir pourquoi le contexte économique actuel est intéressant pour accumuler, selon moi, ce type d'action en portefeuille. On abordera ensuite brièvement la question de l'analyse de ces entreprises, puisqu'elles ne s'analysent pas exactement de la même manière que des actions traditionnelles. Et enfin, je vous partagerai 3 rates que je trouve vraiment intéressantes pour un portefeuille d'actions à dividendes à long terme. Donc on se retrouve sur mon PC pour vous parler un petit peu de cette étude qui provient du site The Motley Fool. Alors c'est pas vraiment une étude, en fait c'est plutôt un article qui a été rédigé par un investisseur et qui s'inspire évidemment de plusieurs études, donc qui est quand même très très intéressante à regarder, qui s'appelle Rates versus Stock, Everything You Need to Know. Donc c'est-à-dire tout ce que vous devez savoir sur les rates comparés aux actions classiques et finalement est-ce que les rates sont meilleurs que les actions classiques, sont meilleurs que le marché traditionnel. Le S&P 500, c'est ce qu'on va voir dans cette petite étude qui est vraiment super intéressante. Alors déjà on nous parle des actions, des rates pardon, versus les actions. On va regarder un petit peu les données historiques qu'on a à l'heure actuelle concernant donc les rates et concernant le S&P 500, donc les marchés traditionnels. On a ici un indice qui a été créé qui reprend la performance du secteur des rates depuis 1972, donc qui s'appelle le FTSE Nareit All Equity Rates Index, voilà, en quelque sorte, donc qui inclut les 13 sous-secteurs en fait au sein des rates. Donc, qu'est-ce que nous dit en fait cette étude? On nous dit que sur le long terme, en fait, donc cet indice qui comporte le secteur des rates a surperformé historiquement le marché du S&P 500. Donc si on regarde ici de 1972 à 2024, le S&P 500 a une performance annualisée de 8% en moyenne contre 12,6% pour l'indice des rates. Si on regarde sur les 40 ans, c'est un petit peu moins, c'est 11,4% pour l'indice des rates et contre 9,1% pour le S&P 500. 30 dernières années, 8,5% pour le S&P 500, 11,4% pour l'indice des rates. Sur les 25 dernières années, 6,2% pour le S&P 500 et 11,7% pour les rates. Sur les 20 dernières années, donc depuis 2005, 8,3% pour le S&P 500 contre 9% pour les rates. Et ensuite, sur les 10 et 5 dernières années et sur la dernière année, effectivement, c'est le S&P 500 qui surperforme l'indice des rates. Mais si on regarde vraiment sur un horizon long terme, c'est-à-dire 20, 25, 30, 40 ans ou plus, eh bien on peut voir que les rates surperforment le S&P 500. Alors encore une fois, les performances passées ne prévalent pas des performances futures, évidemment, donc rien ne dit que ça va continuer dans ce sens-là, mais c'est toujours intéressant d'avoir des données historiques qui nous permettent de comparer un petit peu l'indice américain contre d'autres types d'actions. Donc là, ici, en l'occurrence, les rates. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite concernant les dividendes? En fait, il faut savoir que les dividendes ont un impact important dans la performance des rates comparé au S&P 500, puisque effectivement, si on prend l'indice rates avec dividendes réinvestis, on a une performance qui est vraiment intéressante, donc comme on l'a vu auparavant, et on peut voir que depuis 1940, 34% du total return, donc de la performance totale du S&P 500, provient des dividendes. Et donc c'est toujours intéressant de se poser la question des dividendes, puisque beaucoup de rates reversent des dividendes, même la plupart d'ailleurs. Donc si on regarde un petit peu cette étude qui a été faite par Hartford Funds en 2022, en fait cette étude elle compare les différents types d'entreprises vis-à-vis du versement du dividende. Donc on peut voir qu'ici la performance annuelle moyenne depuis 1973 jusqu'à 2021, elle s'effectue comme ceci. Donc, première catégorie d'entreprises, ce sont les dividendes Growers and Initiators, donc les entreprises qui versent et augmentent leurs dividendes année après année, donc qui surperforment largement tous les autres types en fait d'entreprises. Le deuxième, donc c'est les entreprises qui payent des dividendes tout simplement. Troisième, c'est les entreprises qui versent un dividende mais qui n'ont pas de changement en fait dans le dividende, c'est-à-dire qui ne l'augmentent pas mais qui ne le diminuent pas non plus. Ensuite, les entreprises qui ne payent pas de dividendes. Et enfin, les entreprises qui versaient un dividende et qui ont été amenées à le couper ou supprimer leur dividende. Donc en l'occurrence, ces entreprises, elles sous-performent largement les marchés de manière générale. Et si on regarde par rapport au S&P 500 ici, on peut voir que, grosso modo, les entreprises qui versent et augmentent leurs dividendes, elles ont quand même historiquement surperformé
le marché. Alors encore une fois, rien ne dit que ça va continuer, mais c'est quand même des infos assez intéressantes, sachant qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les REITs, elles ont une obligation de reverser à peu près 90% de leurs bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Puisque les REITs, effectivement, on n'en a pas parlé, mais c'est des entreprises qui font de l'immobilier, c'est-à-dire qui détiennent des biens immobiliers et qui les louent à des professionnels. Et donc, en l'occurrence, elles doivent reverser les loyers qu'elles perçoivent, au moins 90%, à leurs actionnaires. Donc vous imaginez bien que pour ce type d'entreprise, effectivement, le dividende, il est quand même assez important à prendre en compte dans la performance. Ensuite, on nous parle de la volatilité par rapport aux rates et donc par rapport au marché de manière générale. On nous dit que de manière générale, les entreprises qui versent un dividende sont moins volatiles que le marché. Donc pour ça, on va utiliser un critère qui s'appelle le bêta, d'accord? Le bêta, en fait, si pour une entreprise, il est égal à 1, ça veut dire que l'entreprise, elle a la même volatilité que le marché de référence, d'accord? Donc ici, en l'occurrence, le S&P 500. Si elle a un bêta inférieur à 1, ça veut dire qu'elle est moins volatile que le marché de référence. Et en l'occurrence, si elle a un bêta supérieur à 1, ça veut dire qu'elle est plus volatile que l'indice de référence. Et donc ici, ce qu'on nous dit dans cette étude, c'est que les entreprises qui versent un dividende, elles ont un bêta inférieur, légèrement inférieur au S&P 500 et les entreprises qui ne versent pas de dividendes, mais également que les rates ont un bêta inférieur au S&P 500, puisque la donnée historique concernant le bêta des rates, il est de 0,75 en moyenne, donc on est quand même en dessous de l'indice S&P 500, ce qui veut dire que de manière générale, les rates sont des entreprises qui sont moins volatiles que le marché. On nous donne un exemple ici avec Realty Income qui a un bêta de 0,5, ça veut dire que en fait, si le S&P 500 baisse de 10%, eh bien Realty Income devrait baisser logiquement que de 5% par rapport au bêta de cette entreprise. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que au sein des rates, il y a plusieurs types de sous-catégories en fait, de sous-groupes au sein des rates qui inclut voilà, plusieurs types de rates différentes, les rates industriels, résidentiels, les self-storage, donc c'est-à-dire les garde-meubles, etc., les rates plus axés vers la santé, vers les bureaux, etc., etc. Il y a vraiment plusieurs types de rates qui existent, et donc ils ont dans cette étude calculé la performance moyenne de 1994 à 2024 des différents sous-groupes, des différents sous-types en fait de rates qui existent. Donc on peut voir que le self-storage arrive en premier avec une performance annuelle moyenne sur les 30 dernières années de 16,7% par an. Le secteur industriel de 13,3%, résidentiel 12,7%, santé 12%, et etc. Voilà, donc si on regarde par rapport au S&P 500, on est sur une moyenne annuelle, comme on l'a dit tout à l'heure, de 8,5%. Donc on est quand même sur des sous-secteurs qui peuvent être vraiment intéressants lorsqu'on s'intéresse aux rates, d'aller vers voilà, des sous-secteurs un petit peu différents, comme par exemple le self-storage, le secteur industriel ou encore le secteur résidentiel. Et enfin, dernière partie de cette étude qui peut être intéressante, c'est concernant les rates qui font donc des data centers, qui détiennent des data centers. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant puisque pour beaucoup, c'est quand même quelque chose d'important pour l'avenir, d'accord? Toutes les entreprises technologiques, elles ont besoin de ces data centers pour vivre, et donc à terme, on va en avoir logiquement de plus en plus besoin. Et donc ici, dans cette étude, on nous montre un petit peu la différence de performance historique concernant ce secteur-là, en fait, des data centers et des télécommunications, etc. Et donc on peut voir ici, dans cet exemple, que les data centers, par exemple, le secteur des data centers, depuis 2015, il a une performance annualisée moyenne de 16% contre 11,1% pour le S&P 500. Donc effectivement, si vous investissez dans les rates, ça peut être intéressant d'aller se diriger vers des rates qui détiennent des data centers, puisque ça peut être effectivement un secteur vraiment intéressant pour l'avenir. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu du contexte économique actuel et pourquoi le contexte économique actuel est vraiment intéressant à mon sens pour accumuler des rates, puisque à mon sens, c'est un secteur qui est quand même plus ou moins sous-évalué à l'heure actuelle par rapport à d'autres secteurs dans le marché. Et en l'occurrence, on va se référer ici au graphique des taux d'intérêt aux US, puisqu'il faut le savoir, c'est logique, hein, les entreprises qui font de l'immobilier, donc les rates, elles sont très dépendantes des taux d'intérêt aux États-Unis en l'occurrence. Et donc on peut voir ici l'évolution en fait des taux d'intérêt aux États-Unis. On peut voir qu'en 2020, on était à 0,25% de taux d'intérêt et que depuis début 2022, les taux d'intérêt ont très largement monté jusqu'à juillet 2023 pour ensuite stagner jusqu'à ici, donc août 2024, et ensuite ça a continué, ça a commencé un petit peu à baisser, donc fin 2024 jusqu'à
aujourd'hui, et donc à l'heure actuelle, on ne sait pas trop comment ça va se passer par rapport à la politique de Trump. Est-ce qu'on va rentrer en récession aux États-Unis? Est-ce que les taux d'intérêt vont continuer à baisser ou non? Forcément, ça va avoir un impact assez important sur les rates, puisque, comme vous l'avez compris, les rates, c'est des entreprises immobilières, et donc plus les taux sont hauts, plus elles vont emprunter à des taux élevés, et donc plus ça va leur coûter cher au final de s'endetter et donc d'emprunter de l'argent. Et donc si on regarde un petit peu ce graphique, on peut voir donc en 2020, on était sur des taux d'intérêt qui étaient donc qui étaient vraiment bas par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et si on regarde par rapport au cours de Realty Income, donc qui est pour moi voilà, une très grosse rate et qui peut être une rate de référence en tout cas pour comparer, on peut voir que quand les taux étaient très bas, donc ici en 2020-2021, eh bien Realty Income a eu une très très belle performance puisqu'elle est montée quasiment à 74 $ ici en août 2022. Et donc, ça correspond plus ou moins à la période où les taux d'intérêt ont commencé à augmenter ici, d'accord? Et donc ensuite, eh bien, le cours de l'action a forcément pas mal baissé. Et on peut voir que depuis ici, ils sont plus hauts à 74 $ en août 2022. L'entreprise a perdu pas mal en performance pour tomber à l'heure actuelle à 56 $. Donc on peut voir qu'effectivement, les rates, elles sont vraiment corrélées au taux d'intérêt, ce qui est logique, puisque c'est quelque part leur facteur d'investissement. Donc forcément, plus les taux sont hauts, plus elles vont s'endetter à prix élevé. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, les rates actuellement, elles sont à des prix qui sont intéressants, qui sont sous-évalués par rapport au marché, encore une fois, peut-être pas toutes, d'accord, il faut évidemment faire son analyse, mais je pense que c'est un secteur qui est vraiment intéressant à accumuler dans un portefeuille à dividendes à l'heure actuelle, dans un contexte économique de taux d'intérêt relativement élevé. Ensuite, concernant l'analyse des rates, il faut savoir que les rates, elles ne s'analysent pas tout à fait de la même manière que des entreprises classiques, puisque forcément, c'est des entreprises qui dépendent beaucoup de leurs biens immobiliers, qui dépendent beaucoup de la dette, donc forcément, on ne va pas les analyser tout à fait de la même manière que des entreprises classiques. Donc là, j'utilise un site, moi, en général, qui s'appelle allrates.com, qui est vraiment super bien fait qui est vraiment spécialisé dans l'analyse de rates. Donc ici, je vous ai mis en exemple Realty Income, d'accord, vous avez vraiment toutes les données concernant l'entreprise. Vous avez le score ici global qui est donné par le site. Donc on peut voir que Realty Income a un score de 100 sur 100, que ce soit au niveau de sa dette, de sa performance depuis son IPO, bref, par rapport à son dividende et son payout ratio, etc. On peut voir que c'est une entreprise qui est très très bien notée par le site AllRates. Et donc vous avez vraiment toutes les données, voilà, le dividende ici, le rendement, l'historique du dividende, la performance, la croissance annuelle du dividende, le payout ratio des rates, puisque encore une fois, ça ne s'analyse pas de la même manière qu'un payout ratio classique d'une entreprise. Donc c'est normal chez une rate d'avoir un payout ratio de 70, 80, voire 90%, d'accord. Vous pouvez comparer ici le rendement par rapport à d'autres secteurs. Et on peut voir ici donc les chiffres de l'entreprise, en l'occurrence le AFFO, donc le Adjusted Funds from Operation. Donc pour vous expliquer rapidement la différence entre FFO et AFFO, puisque ce sont des critères d'analyse intéressants à regarder lorsqu'on analyse des rates. Donc le FFO, Funds from Operation, c'est le bénéfice d'exploitation ajusté, donc qui est souvent utilisé comme mesure principale pour évaluer, pour analyser la rentabilité des rates de manière générale. On va le calculer en utilisant donc le résultat net et auquel on va ajouter les amortissements immobiliers et auquel on va déduire les gains sur vente d'actifs immobiliers. Donc je vous la fais assez simple, d'accord, le calcul il est un tout petit peu plus complexe que ça, mais dans l'idée en fait, partez du principe que vous avez le résultat net, vous ajoutez les amortissements immobiliers, vous enlevez les gains sur vente d'actifs immobiliers. Donc en fait, le FFO, il ne tient pas compte des dépenses d'entretien nécessaires pour maintenir la valeur des biens, donc les travaux, etc. À la différence des AFFO, qui eux, donc les Adjusted Funds from Operation, c'est une version en fait plus précise du FFO. On va ajuster davantage pour prendre en compte les coûts récurrents et nécessaires. Donc en fait, pour calculer le FFO, on va prendre le FFO de base auquel on va déduire les dépenses d'entretien et de maintenance et également les ajustements divers, donc comme les loyers non encaissés, tout ce qui va être dépenses exceptionnelles, etc. En fait, dans la pratique, pour nous en tant qu'investisseurs, le FFO, il permet de nous donner une indication, des indications assez intéressantes comme le price AFFO par exemple, donc ce qui est plus ou moins similaire au PER pour analyser donc la valorisation d'une rate. Et les AFFO, eux, nous aident en fait à connaître la bonne santé financière d'une rate de manière globale et également si elle peut continuer de verser son dividende par rapport à son cash, etc. etc. Donc
Voilà, pour vous imaginer assez simplement, je vous invite à après aller vous renseigner un petit peu plus en détail si vous voulez vraiment plus d'infos sur chacun des deux critères. Mais dans l'idée, c'est ça. Et c'est ces critères-là en fait qui vont vous aider à analyser les rates. Mais encore une fois, sur le site AllRate, vous avez vraiment tout qui est détaillé de manière simple. Donc ça vous aide vraiment dans votre analyse. La dette, on peut voir qu'elle se stabilise pas mal. Elle a même pas mal baissé en 2021. Là, elle a tendance à réaugmenter un petit peu pour Realty Income ici en 2024, puisque forcément les taux d'intérêt sont plus hauts, donc elle s'endette un petit peu plus cher. On va regarder également la taille des différentes propriétés qui sont possédées par l'entreprise. On peut voir qu'au fur et à mesure du temps, l'entreprise possède de plus en plus de propriétés. Vous avez également ici le taux d'occupation qui est important à regarder, d'accord, puisque forcément, si une entreprise qui fait de l'immobilier, elle a des locaux qui sont vides, forcément, c'est pas intéressant. Donc, toujours intéressant de surveiller le taux d'occupation. Ici, pour Realty Income, on est à 98,7%, donc c'est vraiment pas mal. Et là, vous avez également la part du plus gros client de l'entreprise, en fait. On peut voir que ici, ça se réduit au fur et à mesure du temps, ce qui veut dire que l'entreprise diversifie de plus en plus ses clients et possède de plus en plus de clients au fil du temps. Et donc maintenant qu'on a analysé un petit peu tout ça, je vais vous présenter les 3 rates que je trouve vraiment super intéressantes à détenir dans un portefeuille d'actions à dividendes. Donc la première, c'est évidemment Realty Income, d'accord. Realty Income, j'aime beaucoup The Monthly Dividend Company, c'est-à-dire l'entreprise qui paye des dividendes tous les mois à ses actionnaires. Elle est vraiment renommée, réputée pour ça. Donc pour moi, c'est une entreprise à absolument détenir dans un portefeuille à dividendes. Ça fait je crois plus de 25 ans qu'elle verse un dividende à ses actionnaires. Elle l'augmente parfois 2 fois par an, donc c'est vraiment intéressant. Et je pense qu'en plus, à l'heure actuelle, elle est largement sous-évaluée par rapport à ce qu'elle vaut réellement. Je pense que si on regarde le cours, hop, juste ici, elle peut très largement revenir à ses niveaux d'août 2022. D'accord, dans les années à venir, si bien évidemment les taux d'intérêt baissent. Tant qu'il y aura de l'incertitude sur les taux d'intérêt, ça sera compliqué pour les rates de reprendre des couleurs. Deuxième rate que j'apprécie particulièrement, et pareil qui est noté 100 sur 100 ici sur All Rates. Encore une fois, je vous invite pour chaque rate à aller faire votre petite analyse de votre côté, à bien faire attention à chaque fois au FFO, AFFO, etc. D'accord, ça ne s'analyse pas, comme je vous le disais, d'une manière traditionnelle. Donc Digital Realty Trust, c'est une entreprise, donc une rate qui détient en fait des data centers. Donc forcément, comme je vous le disais tout à l'heure, un secteur qui est voué, à mon sens, à surperformer à l'avenir. C'est un secteur qui est vraiment nécessaire pour faire tourner toutes les infrastructures technologiques, donc vraiment très intéressante. Et enfin la dernière, Prologis, donc une entreprise qui détient pas mal de locaux logistiques et surtout qui est très bien diversifiée, puisque si on regarde hop tout en bas ici du site, on peut voir qu'elle a vraiment des propriétés partout dans le monde, donc principalement aux USA, mais elle en a aussi au Mexique, en Chine, au Japon, en Allemagne, en France, etc. Donc c'est vraiment une entreprise qui est, à mon sens, très bien diversifiée, qui a des chiffres qui sont très intéressants. Si on regarde le dividende, on a une belle croissance du dividende sur l'année, un payout ratio qui est très bien maîtrisé, un rendement actuel de quasiment 4%. Et voilà, à mon sens, c'est les 3 rates que, voilà, si je devais faire un top 3, je mettrais Realty Income en premier, Digital Realty Trust pour vraiment l'avenir qui, à mon sens, est vraiment intéressant pour cette entreprise. Et enfin, Prologis, qui est aussi une rate plutôt intéressante. Vous avez aussi NNN Rates, que je ne vous ai pas présenté ici, mais qui est très intéressante. Bref, il y en a vraiment plein des rates qui sont intéressantes. Et encore une fois, si on se base par rapport aux données historiques, à mon sens, il peut y avoir que du bon pour les rates dans les années à venir, surtout au prix actuel lié, comme je vous l'ai dit, à l'incertitude liée au taux d'intérêt. Donc voilà les poulets, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Évidemment, si c'est le cas, laissez un petit commentaire juste en dessous, mettez un petit j'aime et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les poulets. Salut!